Moi, je vais voir une petite machine qui est une machine pneumatique qui va permettre de créer du vide jusqu'à un certain point, bien sûr. Une machine qui va créer du vide jusqu'à un certain point, qui est une machine pneumatique. Alors, qu'est-ce que c'est que le vide? Le vide, quand est-ce qu'on dit qu'une bonbonne de butane, propane ou peu importe un récipient ou un réservoir ou peu importe est considéré comme étant vide? Les gens diront qu'il est vide quand les gaz ne s'échappent plus du réservoir ou de la bouteille ou de la bonbonne. À ce moment, ils diront qu'il est vide. En fait, c'est au-delà de ça. Tout d'abord, pour dire qu'il y a du vide, il faut que tout objet soit... On ne voit plus tout objet. C'est-à-dire, au niveau solide, il n'y ait plus de solide. Voilà. Au niveau liquide, on ne pourra pas voir apparaître de liquide. Ça voudrait dire qu'on n'a pas de vide. Donc, il ne reste plus que les gaz. Il faut discuter au niveau du gaz. Mais le gaz, si on est dans l'air, on ne voit pas... voilà, on est à l'extérieur, par exemple, vous êtes dans une voiture ou peu importe, on ne voit pas l'air. On ne voit pas. L'air est inodore et incolore. Donc, on ne le voit pas. Donc, mais l'air est bien un gaz. D'ailleurs, c'était le principal souci de Torricelli et des savants précédents à Torricelli. Ils se posaient la question de quoi était constitué, je veux dire, ils savaient qu'il y avait, qu'il y avait de l'air respirable, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une certaine pression, de la pression atmosphérique, si ce n'est que Torricelli s'en est soucié et l'a même mesuré pour trouver qu'il y avait 760 mm de mercure, et ça c'était la pression due à l'atmosphère qui agit en couches d'air, les unes sur les autres. Donc 776 cm, bon, qui n'est pas constant, puisque c'est variable en fonction de la météo. Hein. D'ailleurs, le baromètre, ça sert à ça sert à voir s'il va pleuvoir ou s'il y a une variation légère, s'il va pleuvoir, si on va avoir du temps sec ou du temps humide, ou en été ou en hiver, ou peu importe. Voilà, le baromètre, ça sert à ça. C'est pas quelque chose de constant. Mais lui, il a mesuré que la pression atmosphérique normale était de 760 mm de mercure. Voilà. Et donc, à partir de là, on peut discuter sur le vide. Alors, est-ce que la bonbonne de butane que je vous ai expliqué tout à l'heure, ou de propane ou de réservoir à gaz, ou je sais pas moi, un réservoir fermé, bien sûr, ou comment est-ce qu'on appelle ça, une enceinte fermée, n'a plus de gaz. Quand est-ce qu'elle n'a plus de gaz? Quand est-ce qu'on peut les considérer comme vides? Eh bien, on dirait qu'elle est vide quand la pression au sein de la bonbonne, ou au sein du récipient, ou au sein de l'enceinte est inférieure à la pression atmosphérique. Et là, on pourra parler de vide. Commencer à parler de vide. Mais on a un degré de vide. Hein. On a un degré de vide. Voilà, parce que le vide poussé qu'on reconnaît maintenant et le vide d'antan n'est pas le même. Parce que fatalement, ils n'ont pas accès à la technologie que l'on a. Ils n'avaient pas accès à la technologie que l'on a maintenant. Ça, c'est l'histoire, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc maintenant, on est poussé au niveau technologique. On peut avoir un degré de vide très poussé. Voilà. Donc ici, donc par définition, un récipient est dit sous vide, ou un récipient, un réservoir, ou peu importe, quand la pression du gaz devient inférieure à la pression atmosphérique. Et alors à ce moment-là, on dit que pour avoir le vide, bien sûr, il faut raréfier le gaz. Il faut le raréfier. Voilà, raréfier. Alors, le raréfier, ça veut dire quoi? La raréfier, ça vient de raréfaction. Raréfaction, c'est faire rare. Faire rare. Faire rare quoi? Mais du gaz. Donc ça veut dire, c'est faire en sorte que le gaz devienne rare. Donc c'est enlever du gaz. C'est enlever le gaz pour que on raréfie le gaz et il devienne vide. Jusqu'à un point tel qu'on a inférieur à la pression atmosphérique. Et encore, plus on descend en dessous de la pression atmosphérique, et plus on raréfie le gaz. Alors, on mesure généralement comment on appelle ça, le vide. Le vide, on le mesure grâce à un appareil spécial qu'on appelle un déprimomètre. On peut mesurer aussi avec un indicateur de vide. Donc un indicateur de vide ou un déprimomètre, voilà, on mesure le vide. Alors, le vide, pourquoi j'en parle? Parce que c'est fort utilisé dans l'industrie. Hein, notamment quand vous avez des aspirateurs. Vide qui se dit en anglais vacuum. Hein. Vacuum avec 2 U. Ça c'est en anglais, vacuum qui veut dire vide. Bon, on a des aspirateurs à vide, aspirateurs qui aspirent un gaz. Attention qu'on peut avoir 2 tuyauteries, hein, suivant la chance
du moteur, on peut avoir une aspiration d'un côté et un refoulement de l'autre. Hein. Ça dépend du sens de l'aspiration du moteur aspirateur. Moteur d'aspirateur qui possède ses propres caractéristiques, tout comme, je veux dire, parce qu'elle doit aspirer des poussières, certaines charges de poussière. Voilà, les caractéristiques d'un ventilateur pour brasser de l'air et faire du vent, voilà, brasser du vent, n'a pas les mêmes caractéristiques d'un moteur d'aspirateur, puisque chaque moteur a son utilisation et donc ses propres caractéristiques. Bon, voilà. Donc un aspirateur va aspirer en créant du vide, si vous voulez. En créant du vide, on va aspirer. Et donc, le vide est beaucoup utilisé, si vous voulez, dans l'entretien ou le nettoyage. Dans le nettoyage, l'entretien de la ménagère au nettoyage industriel. Nettoyage industriel. Bon, on les retrouve beaucoup dans les lampes, hein, parce qu'on a beaucoup de lampes sous vide, des lampes où il fallait faire le vide et puis après on mettait un gaz dedans. Et donc, imaginez les premiers savants atomistes pour découvrir l'électron, ben, ils avaient besoin de créer un certain vide dans des ampoules. Donc, eux, à leur niveau, ils devaient pouvoir créer un vide jusqu'à une certaine échelle. Bon, et c'est souvent dans les tubes qu'on retrouve du vide, hein, les tubes luminescents, les tubes TV, tels que le tube cathodique, bien sûr, qui était sous vide, etc. etc. Bon, et alors, bon, tous les ampoules qu'on retrouve dans les voitures, notamment, on a fait du vide avant de mettre un gaz. Soit on fait du vide, on laisse le vide, ou on fait du vide et on met un autre gaz. Voilà. Pour ne pas avoir un autre gaz autre que le gaz néon ou argon, krypton, voilà, pour créer l'allumage, la luminosité. Alors, le vide. Le vide, bien sachez qu'aussi on est dans un espace où il y a de l'air, mais l'air, le problème, c'est qu'en fait, il y a l'air. Mais l'air, ça constitue, je veux dire, un frein, une force de frottement, je veux dire, aux objets qui vont tomber. Voilà, par exemple, un corps lourd et un corps léger, par exemple, vous prenez du plomb et une plume qui va tomber, du plomb, c'est le meilleur exemple que je puisse avoir, c'est la plume et le plomb, c'est vraiment deux antagonistes au niveau des poids. Eh bien, vous savez que si on est dans l'air, il y a la force de frottement de l'air, la résistance de l'air qui va faire en sorte que la plume va tomber d'une certaine façon. Vous prenez même une feuille d'arbre, elle va tomber d'une certaine façon qu'après un certain temps, voilà, on n'a pas la loi de Newton. Pourquoi? Pas forcément parce qu'il y a les frottements, les forces de frottement de l'air. Par contre, le plomb, là, lui, il est plus lourd et il va tomber à toute vitesse parce qu'il est plus lourd. Et il y a moins de... voilà, la résistance au frottement, je veux dire, il y en aura, mais moins que parce que comme il est lourd, voilà, il va tomber plus fortement parce qu'il est moins freiné. C'est un équilibre de force, c'est juste ça, un équilibre de force. Enfin, pas un équilibre de force, mais il y a une force du poids comment on appelle ça, du plomb qui est beaucoup plus fort que le poids de la plume. Alors les résistances de frottement, ben, comme on a un petit poids et un petit frottement, ben, je veux dire, la plume va quand même être freinée parce que son poids va faire moins d'effet par rapport à la force de frottement que le plomb avec son gros poids par rapport à la petite force de frottement qu'il y a. Donc au niveau des équilibres de force, ben, je veux dire, la force du poids est d'autant plus forte qu'elle va tomber beaucoup plus vite au sol. Donc va tomber plus vite au sol. Voilà. Donc c'est une histoire de force. C'est une histoire de force entre les forces de frottement et les poids. Voilà, si on a ceci, voilà, ça c'est la plume. Voilà. Ça c'est le poids. Voilà, et force de frottement. Oui, ça c'est la force du plomb. Par exemple, ça c'est la force de la plume. Ça, c'est la force de frottement sur la plume, ça, c'est la force de frottement sur le plomb. Ouais, vous voyez, donc cette force-là est d'autant plus grande que celle, vraiment plus grande que celle-ci, alors que celle-là, elle est plus petite que celle-là, mais je veux dire, il y a quand même, celle-ci agit déjà plus fortement sur ça que celle-ci sur celle-là. Voilà. Donc c'est normal, mais maintenant dans le vide, il tombe à la même vitesse, que ce soit la plume ou le plomb. Voilà, la vraie loi de Newton s'applique dans le vide en fait. Alors, maintenant que j'ai vu tout ça, oui, je ne sais pas si je vous ai parlé de la force de frottement. Il y avait à un moment donné les hémisphères de Magdebourg. Je ne sais pas si je voulais parler parce que j'ai oublié tout ce que j'ai raconté.
les hémisphères de Magdebourg, en fait, c'était des hémisphères dans lesquels on avait fait un vide jusqu'à un certain niveau, et on avait mis 10 chevaux d'un côté, je crois, et 10 chevaux de l'autre côté. Bon, le maire de Magdebourg a fait cette expérience-là en créant 10 vues, et c'est pour montrer l'existence de la pression atmosphérique, mais que aussi que le vide pouvait, je veux dire, faire en sorte que le fait de créer un vide, ben, je veux dire, on tirait plusieurs enseignements, c'est ça que je veux dire. Hein. Ça corroborait que l'existence de la pression atmosphérique, hein, parce que si on fait du vide et que ça tient fort, ben, ça veut dire qu'il y a bien l'existence de la pression atmosphérique, parce que j'ai retiré la pression atmosphérique et je suis retombé dans le vide. Donc ça tient fort, ça veut dire que, alors que quand on est dans la pression atmosphérique, ils ne tiennent pas. Voilà, donc on peut tirer plusieurs enseignements. Et que le deuxième enseignement, c'est que quand on crée du vide, ben, je veux dire, ça va coller fortement. Que même 10 chevaux, on ne sait pas enlever, tellement que la force est importante, puis on fait le vide. C'est ça que ça veut dire. Alors, donc ça c'est les hémisphères de Magdebourg. Alors, je ne sais pas si je vous ai, parce que j'ai déjà oublié tout ce que j'ai raconté. Il y a la loi de Boyle et Marriott. Boyle et Marriott, c'est PV égale constante. PV égale constante, hein, on sait bien que si la pression augmente, le volume, si le volume augmente, la pression diminue. Si le volume diminue, la pression augmente. Et ça, par exemple, c'est le cas de cas de figure du piston. C'est le cas de figure du piston. Hein, comment on obtient ça avec un piston? Ben, je peux le faire avec un tube en U et du mercure, etc. Ben, ici, je le fais avec un piston. Et les pistons, je vous rappelle que c'est les premières machines thermodynamiques. Hein. Voilà. Bon, certains ont tenté de réaliser des choses comme Papin, Newcomen, la machine à vapeur de je ne sais plus comment, James Watt, etc., etc. Bon, tout ça, c'est des machines à piston. D'ailleurs, dans les voitures, on est encore à l'époque de James Watt à la machine à vapeur, c'est encore un cylindre avec un piston. Dans les voitures, c'est encore comme ça. Voilà. Si ce n'est qu'on a des soupapes, des soupapes d'échappement, on a, si c'est une 4 cylindres, ben, fatalement vous avez 4 cylindres, hein, avec à chaque fois 4 pistons, et chacun fait son jeu. Admission, compression, voilà, il y en a un qui fait l'admission, l'autre il fait la compression, l'autre il fait la détente et l'autre il fait l'échappement. Voilà, ils font un cycle, chacun leur cycle, et voilà, c'est comme une aiguille qui est réglée, qui tourne, voilà. Et alors là on a des soupapes d'échappement, des soupapes d'admission, de soupape d'échappement, etc. Quand elle servira à l'échappement ou à l'admission, chacun va faire son cycle. Voilà. Pendant qu'il y en a une qui est à l'admission, l'autre est à l'échappement, voilà. Enfin bref, le but c'est pas de voir le moteur de voiture, mais c'est pour vous dire qu'à notre époque, on utilise encore le piston, qui est le moteur à piston, qui est encore un moteur qui a été trouvé il y a très longtemps. Hein. L'application du piston et du cylindre, je veux dire, ça a de nombreuses applications, notamment pour pomper un pneu de vélo, c'est un petit piston comme ça, un petit piston comme ceci, dans une enceinte comme ceci, on peut, voilà, et c'est aussi la seringue. C'est la seringue, c'est voilà, l'application de tout ça. Bon, alors la seringue, c'est tout simplement manuel, alors que le piston de voiture, il faut une énergie qui est l'essence, le diesel ou peu importe, etc. pour donner un travail moteur au piston. Mais là, c'est le piston qui va donner un travail moteur. Par contre, ici, la machine pneumatique que je vais voir, constituée de la pompe à piston, va créer du vide. Alors, les machines pneumatiques, comme je vous ai dit, il y a la pompe à piston, la pompe rotative de garde et la trompe à vide. Bon, ici, le but, c'est pas voir toutes les pompes, c'est juste de voir la pompe à piston, comment elle fonctionne. Alors, j'ai un réservoir contenant du gaz et je compte faire le vide de ce réservoir. Pour ça, je vais passer par un cylindre, comme je vous ai dit, et un piston. Mais à la différence près de tout à l'heure, le but c'est de pas mettre de l'essence pour créer un travail moteur au niveau du piston, au niveau de la chambre de combustion. Le but c'est pas ça. Le but ici c'est d'évacuer, de faire comme une espèce de pompe. Attention que c'est une pompe à piston à gaz, hein, et pas liquide. Hein. Voilà. C'est une pompe à piston à gaz et pas liquide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ça, on va pas mettre nos soupapes comme dans les véhicules, soupapes d'échappement. On va mettre des soupapes pour évacuer. Pourquoi? Parce qu'on va ramener le gaz qui est ici. On va l'enfermer dans l'enceinte ici. Et à un moment donné, on va le ressortir. Alors, comment faire ça? Bien, par un jeu de piston.
je mets un piston 1 ici, et un piston 2 ici. Voilà, il se met ici le piston. Voilà, je fais une ouverture, et je mets... je fais une ouverture. Voilà, je fais une ouverture ici, et je mets une deuxième soupape. Donc je mets une soupape ici, et une deuxième soupape là. Alors, comment créer ce vide? Bon, ici, bon, tout d'abord, ici, il n'y a rien. Au départ, il n'y a rien. Alors, on sait bien qu'il y a la pression atmosphérique qui agit ici. Voilà. Elle agit ici. Voilà. Elle agit ici. Bon. Tout d'abord, on va remonter le piston. Si je remonte le piston jusqu'à un certain niveau, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je vais augmenter le volume. Le volume va augmenter, et d'après la loi de compressibilité des gaz de la loi de Boyle-Mariotte, si le volume augmente, la pression diminue. Donc ça veut dire que si ici, le piston ici augmente, enfin si le piston remonte, je m'excuse, si le piston remonte, le volume du cylindre ici va augmenter, la pression au sein ici va diminuer, et alors ici on va se dire que la soupape 2, ici, elle va être fermée, parce que je remonte, et ça pousse comme ceci. Voilà. On remonte le tout, la soupape est fermée. Voilà, ici. Par contre, en remontant ici, qu'est-ce qui se passe? Lui, il s'ouvre. La soupape ici, S1, va s'ouvrir. Donc, quand elle s'ouvre, en remontant ceci, elle laisse échapper le gaz ici, qui va aller dans l'enceinte ici, mais qui ne sait pas sortir là-bas, parce que là-bas, il y a une force qui va bloquer la soupape ici. La 2, elle est fermée. Par contre, la 1, elle est ouverte, elle a laissé échapper le gaz. Maintenant, ça, c'est quand on remonte. Voilà, c'est la phase montée. En phase descente, vous comprendrez que c'est tout l'inverse. En phase descente, le volume, il va diminuer, mais la pression va augmenter. Donc, ici, la pression, elle est plus grande ici. Donc, ici, comme il descend le piston, il va entraîner celui-ci à se refermer. Voilà, il va entraîner celui-ci, il va se refermer. Par contre, ici, la pression ici étant plus grande que là-bas, va ouvrir celui-ci. Et donc, ce qui est stocké ici, dans la zone intermédiaire ici, ben, va ressortir par là. Et par un jeu comme ça voilà, de va-et-vient, ben, on va vider, si vous voulez, le gaz. Et on va raréfier le gaz. Voilà. C'est une manière, grâce à un jeu de soupape. Pendant que on monte, celui-ci se ferme, l'autre s'ouvre, celui-ci rentre dans une zone intermédiaire, et puis par après, qu'est-ce qui se passe? Ben, lui va redescendre, qu'est-ce qui va se passer? Lui il s'ouvre, ce qui était dans la zone intermédiaire s'échappe, mais le restant est bloqué parce que le piston descend et maintient une force sur la soupape ici. Donc ça, il ne sait plus s'échapper quand lui descend. Et quand lui remonte, c'est la soupape 2 qui se referme, qui ne sait plus s'ouvrir. Quand ça descend, S1 est fermé, et quand ça remonte, S2 est fermé. Et pendant qu'il y en a un qui est fermé, l'autre est ouvert. C'est ça le jeu. Dans ce sens-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va créer une zone tampon. Cette zone tampon va se charger en gaz qui va s'évacuer. Voilà. Et alors on peut vider comme ça, de cette manière-là, par un appel de gaz du réservoir vers cette zone tampon pour éliminer, je veux dire, tout le gaz. Par la loi des compressibilités des gaz et l'usage d'une pompe à piston qui est une machine pneumatique, si vous voulez, qui fait partie des machines pneumatiques. Alors maintenant, le tout c'est de savoir jusqu'à quel degré de vide qu'on peut faire avec ça. Ben, ici, on peut aller, je vous rappelle, la pression atmosphérique, c'est 760 mm de mercure. Le vide, ben, c'est quand on est en dessous de ça. C'est-à-dire quand on est en dessous de 760 mm de mercure. Eh bien, cette machine pneumatique, cette machine qui est la pompe à piston, peut aller jusqu'à 1 mm de mercure. Ouais, ça, c'est la possibilité de créer du vide jusqu'à ce niveau-là. C'est déjà très bien. Hein. C'est un vide poussé, ça. Hein. Bon, maintenant, certaines machines, par exemple, comme si je vous prends la pompe rotative de Gade, elle peut aller jusqu'à 1 centième au niveau du degré comment on appelle ça, de vide, jusqu'à 1 centième de millimètre de mercure. Autant dire que la pompe de Gade, je veux dire, peut aller très loin au niveau du vide. Ouais, ça peut aller très loin. 1 centième de millimètre de mercure. Imaginez-vous, c'est un vide poussé ici. Donc maintenant l'usage du vide, ben, ça dépend. Si vous voulez un vide très très poussé ou un vide poussé, et je vous dis on peut utiliser ça, le vide,
dans le nucléaire, dans les hôpitaux, en agroalimentaire, je veux dire, voilà, mais tout dépend de l'usage de ce qu'on veut comme degré de vide, parce qu'on n'a pas besoin toujours d'un vide très très poussé, voilà, c'est pas toujours le cas. Parce que qui dit vide très très poussé, dit usage de machine, je veux dire sophistiqué, qui dit usage de machine sophistiqué, dit le coût. Maintenant, si le coût en vaut la chandelle, c'est-à-dire que vous devez avoir un vide très poussé parce que c'est nécessaire, mais il faut acheter la machine adaptée. Et le coût, vous allez l'investir au travers d'un amortissement de votre machine. Mais maintenant, si vous n'avez pas besoin forcément d'un degré de vide poussé, très très poussé, à ce moment-là, vous allez chercher à acheter une machine moins chère qui va avoir un vide moins poussé, mais qui peut faire quand même un certain vide. Voilà. Et donc le coût de la machine sera peut-être moins sophistiqué, on va dire moins coûteuse, mais totalement, ça ne sert à rien d'acheter quelque chose de très coûteux pour avoir un vide poussé, alors que c'est pas nécessaire d'avoir un vide très poussé. Voilà. Tout dépend de l'usage du vide qu'on veut. Est-ce qu'il faut un vide très très poussé ou un vide poussé ou voilà, un vide, mais pas qui ne soit pas forcément. Est-ce qu'on a besoin de 2 mm de mercure, 1 mm de mercure, 1 centième, parce que c'est beaucoup ça, 1 centième de millimètre de mercure, de vide, c'est beaucoup. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur la machine pneumatique. Donc c'est une machine assez simple, machine à piston. Et on retrouve des machines à piston depuis très longtemps. Hein. Donc Denis Papin a utilisé ça, a tenté de faire des choses. Voilà, lui aussi, là, je crois qu'il a voulu essayer de faire des choses par rapport au vide, créer des machines à vide, hein, bon, avec des machines à piston. Il y a eu Newcomen, il y a eu... Qu'est-ce qui a déjà utilisé toutes les machines à piston? Je vous l'ai dit, c'est James Watt, etc. etc. Voilà, de nombreux mécaniciens ont utilisé les pistons pour créer soit un travail moteur, ou soit pour créer des pompes, des pompes, ou créer, je veux dire, beaucoup de choses. On peut avoir beaucoup de choses. Voilà, ça a la différence de près, c'est une espèce de pompe, on va dire, une pompe qui, comment est-ce qu'on appelle ça? Axiale, c'est une pompe axiale. Parce qu'il existe des pompes rotatives, telles que par exemple la pompe rotative de Gad. La pompe rotative de garde, c'est une pompe rotative, donc elle tourne. Donc on peut avoir soit un mouvement de translation, soit un mouvement de rotation. La pompe de garde, c'est une rotation, alors qu'ici, un piston, c'est une translation. Voilà, je vous remercie.